Bonjour à tous. Les procédures d'indemnisation des riverains situés en zone noire sont aujourd'hui au centre des discussions. Des procédures par ailleurs assez complexes. Tout dépend en fait du degré de dégradation de la maison. Le point sur ce processus d'indemnisation avec Karine Azopardi. Après le choc, les questions. 1510 maisons, toutes situées en zone noire, devront être détruites sur le littoral. Comment cela se passera-t-il pour les sinistrés? Ceux-ci devraient être intégralement indemnisés. Si la maison n'a subi aucun dommage, par le fonds Barnier, un fonds créé spécialement pour prendre en charge les expropriations dues à des catastrophes naturelles. Si la maison a été endommagée, les assureurs paieront les dégâts, le reste sera complété par le fonds Barnier. Les assureurs remboursent les dégâts et le fonds Barnier complète pour indemniser à 100% chacune des victimes. L'estimation des maisons sera réalisée par les domaines en fonction de leur valeur avant la catastrophe. L'État espère que toutes les procédures se feront à l'amiable. Ceux effectivement qui ne voudront pas partir, on a ce que je souhaite éviter, des procédures d'expropriation possibles, mais c'est vraiment en second recours. On va privilégier l'amiable, aller le plus vite possible et avoir des réponses individuelles. Le fonds Barnier sera-t-il suffisant? Chaque année, il est abondé par les cotisations des assureurs à hauteur de 140 millions. Pour l'instant, seul le quart de ce montant est dans les caisses. Du coup, les procédures d'indemnisation pourraient bien prendre plus de temps que les quelques mois que prévoit le gouvernement. Au final, la tempête Xynthia pourrait coûter 1,5 milliard d'euros aux assurances pour un montant moyen de 3 750 euros par sinistre. 400 000 sinistres ont été déclarés à ce jour. La colère des sinistrés se traduit également par la volonté d'engager des poursuites contre l'État. Pour en parler, nous retrouvons en duplex depuis les studios de France 3 Franche-Comté à Montbéliard, Maître Bruno Kern. Bonjour, vous êtes avocat, bonjour, spécialiste en droit public et ancien chargé de la mission urbanisme auprès du médiateur de la République. Alors beaucoup de riverains sinistrés disent aujourd'hui qu'il y a de la part des services de l'État un vice de procédure en expliquant que finalement 3 semaines d'expertise c'est beaucoup trop tôt pour décider la configuration des zones noires. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'ils ont raison dans la mesure où la loi dit que pour déterminer les zones noires, c'est-à-dire les zones où il sera plus possible de construire compte tenu des risques naturels, on doit appliquer ce qu'on appelle la théorie en droit de la balance des avantages et inconvénients. C'est-à-dire où on démolit, où on prend des mesures pour éviter que ça ne se reproduise, et on regarde le coût le plus important. Si c'est plus important de démolir en argent, à ce moment-là, on prend des mesures comme par exemple renforcement des digues. Je ne vois pas dans tout ce qui a été annoncé que l'État ait fait cette balance des avantages et inconvénients. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préfets qui ont autorisé des constructions et qui aujourd'hui décident de leur destruction sont les coupables parfaits? Je dirais pas complètement ça. Les plans d'urbanisme qui ont permis la délivrance des permis de construire ont été élaborés par les communes. Seulement les communes, pour élaborer ces plans, elles l'ont fait avec les conseils de l'État, des services de l'État. En plus, l'État, par l'intermédiaire du préfet, contrôlait la légalité de l'ensemble de ces plans. Donc, en amont, l'État a pour moi une responsabilité. Que ça soit une responsabilité pour faute ou une responsabilité sans faute pour ne pas avoir agi, peu importe. En amont, l'État a une responsabilité. Ensuite, en aval, c'est-à-dire aujourd'hui, il a encore une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il prend des dispositifs particuliers, des dispositifs législatifs qui permettent justement de rendre des zones totalement inconstructibles. Il le fait dans la précipitation, il ne regarde pas s'il y a d'autres solutions et il fait peser, excusez-moi parce que vous parlez des victimes, mais moi je voudrais dire ici qu'il y a 2 types de victimes. Les victimes d'abord, évidemment, les premières des victimes, ce sont l'ensemble des familles qui ont construit leur maison et qui demain ne pourront plus habiter là où ils ont leurs souvenirs, là où ils ont leur vie. Et puis il y a aussi les communes qui sont victimes. Pourquoi? Parce qu'il y a des communes qui vont perdre 25% de leur population. Or, 25% de la population, ça correspond grosso modo à 25% de taxes d'habitation. Bruno Kern, quel conseil donneriez-vous aux sinistrés qui veulent intenter une action contre l'État? D'abord, avant tout et avant toute action, d'apporter la preuve et de rassembler toutes les preuves de tous les préjudices qu'ils ont, que ce soit des préjudices immobiliers,
mais des préjudices mobiliers. Il ne faut pas qu'ils attendent les experts des assurances, il ne faut pas qu'ils attendent des experts de l'État, il faut que d'eux-mêmes ils constituent le dossier pour obtenir la meilleure des indemnisations. Merci ensuite, oui, très rapidement s'il vous plaît. Bon, ensuite, surtout, il faut attaquer la décision du préfet de créer un périmètre de protection, car la manière dont la décision a été prise est fortement contestable et donc il faut introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet de créer ce périmètre. Merci beaucoup Bruno Kern d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit public et dans les affaires d'urbanisme. Autre réaction à la colère des sinistrés, celle de Dominique Paillet, le porte-parole de l'UMP, était mon invité ce matin dans La Voix est libre. Pour lui, il n'y a tout simplement pas lieu de revenir sur les décisions préfectorales de destruction. Je vous propose de l'écouter. L'État assume, et je m'en réjouis, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de cataclysmes de cette nature qui puissent entraîner les drames que nous avons connus. Pour beaucoup d'habitants des zones concernées, l'État, la préfecture a agi beaucoup trop vite, les experts ont agi beaucoup trop vite dans la précipitation, histoire de marquer le coup. On aurait pu attendre un deuxième raz-de-marée, entre guillemets, et à ce moment-là, qu'aurait-on dit? Il n'y a pas de temps à perdre. Si vous voulez tirer les leçons le plus sérieusement possible et faire en sorte que les esprits comprennent les leçons que vous tirez, il ne faut pas traîner après des catastrophes de ce genre. Donc il n'y a aucun errement de l'État? Je n'en vois pas et je me félicite que l'État ait pris de telles décisions. Maintenant, il reste un point, et je ne doute pas de la bonne volonté de l'État, c'est le niveau des indemnisations. Les vacances de Pâques marquent le début de la saison touristique sur le littoral charentais. La tempête Xynthia, on le sait, a dégradé sérieusement un certain nombre de plages. C'est pourquoi des travaux de restauration ont été très rapidement engagés. Le point à Dolusse, d'Oléron et à Vaux-sur-Mer avec Christine de Ponchalon et Dominique Hervaux. L'ONF ne peut pas avoir tous les malheurs. Cette année, la forêt a été épargnée, mais la dune littorale a beaucoup souffert. L'Office national des forêts en gère 73 km en Charente-Maritime. Par endroits, elle a reculé de 20 mètres, dévorée par l'énorme houle. La pente douce s'est transformée en une dangereuse falaise abrupte. Dès les premiers jours, nous avons cherché à sécuriser tout ce qui était urgent. Bien sûr, enlever le danger. Donc les élus, les maires ont pris des arrêtés municipaux interdisant les passages là où il y avait danger. Et nous, en ce qui concerne l'ONF, nous avons tout de suite commencé les travaux de sécurisation. En sous-bois, pistes cyclables, aires de pique-nique ont été aussitôt débarrassées des arbres et branchages arrachés. Le blocos tombé sur la plage sera détruit prochainement. La plage est nettoyée de ses débris de palissades et clôtures de grillage. Ses accès et abords réaménagés. Reste la dune elle-même, là il s'agit d'un coûteux travail de longue haleine. Selon les endroits plus ou moins touchés, les travaux sont différents. Ça pourrait aller tout simplement au départ d'un simple renforcement des travaux habituels jusqu'à la recréation de la dune dans les zones où elle a pratiquement disparu. L'océan a été tout aussi vorace sur le continent. Le sable des 3 plages de Vaux-sur-Mer a été aspiré par la houle et entraîné sous l'eau. À Nozan, les vagues sont arrivées jusqu'à la digue, rongeant le pied de la terrasse d'un restaurant. Il a fallu le protéger par une butte de sable. Le niveau de la plage a baissé de 50 cm. On va laisser les choses se faire naturellement parce que la nature a quand même l'habitude de fonctionner un peu tous les ans de la même façon, à savoir que les tempêtes ou le gros temps hivernal fait descendre le niveau de sable sur les plages et puis le calme de l'été ou de l'avant-été a plutôt tendance à faire remonter le sable sur les plages. Donc le sable va remonter. D'ailleurs, depuis la tempête, il est déjà sensiblement remonté sur la plage. Que l'on aide la nature ou qu'on la laisse faire, il faudra beaucoup de temps pour effacer les blessures laissées par l'océan dévastateur. Les agriculteurs de la FDSEA manifestaient hier.